La commune de Balma s'étend sur 1600 hectares aux portes de Toulouse, encadrée par l'Hers, la Sayonne et la Saône. En 2018, environ 60% de sa surface est urbanisée, tandis qu'un peu moins de 40% sont occupés par des champs où se pratiquent des cultures céréalières telles que le blé, le sorgho ou le tournesol. Entre champs et construction, la commune offre aussi quelques bois, comme celui de la Linasse, le bois de la Garde, celui des Archevêques, ou encore la ripisylve du Noncès. Enfin, la commune dispose également de quelques prairies, principalement en bordure de l'Hers, et du Noncès. Approchons-nous de ces milieux pour voir ce qu'ils recèlent, et pour cela, commençons par un bref retour en arrière. La commune que nous connaissons aujourd'hui s'est fortement développée au cours des 50 dernières années. Les propriétés agricoles sont devenues des lotissements, les chemins ruraux sont devenus des routes, et de manière plutôt inattendue, les bois se sont étoffés et les arbres se sont multipliés dans les jardins qui ont remplacé les champs. Nos cours d'eau, en revanche, ont beaucoup souffert. L'Hers, qui marquait la limite de la commune, a été dévié pour permettre la construction de la rocade. Le Noncès a été busé sur la partie aval de son cours. Et le Riou-Gras, quand il n'est pas recouvert par des dalles de ciment, n'a plus grand-chose d'un cours d'eau naturel. Si les hommes et les femmes qui habitent Balma ont vu un cadre de vie agréable se développer, avec de beaux jardins, de belles propriétés, qu'en est-il des autres habitants de la commune? Plantes, insectes, reptiles, oiseaux et autres mammifères? Regardons de plus près comment leurs milieux ont évolué. Rien ne semble plus vide qu'un champ après la récolte. Pourtant, ces grandes étendues sont naturellement propices à de nombreuses espèces. Des oiseaux nichent à l'ombre des cultures ou à même le sol. Des rongeurs et des micro-mammifères se cachent sous la végétation, dans les sillons ou dans de petits terriers. Ils sont observés depuis les airs par des rapaces, surtout quand ceux-ci peuvent surveiller leur territoire de chasse depuis les cimes d'une haie environnante. Quant aux grands mammifères, chevreuils, sangliers, renards, ils y trouvent un espace de liberté quand ils peuvent rapidement traverser, notamment la nuit, pour rejoindre des fourrés dans lesquels ils se dissimulent la journée. Ces espaces agricoles sont à Balma en net recul. Ils ne sont bien souvent considérés que comme des réserves foncières prêtes à être construites, et non comme l'alliance utile entre une source de nourriture et un milieu de biodiversité.
Parallèlement, là où les champs ont cédé la place aux cités-jardins, une nouvelle biodiversité est apparue. Les lotissements de la fin des années 50 ont fait apparaître des jardins autour des nouvelles constructions. Les fleurs, arbres et arbustes qui ont été plantés ont accueilli de nouveaux insectes et oiseaux. Un nouveau milieu s'est ainsi développé, dont les principaux absents sont toutefois les mammifères et les rapaces. L'aménagement urbain, en faisant disparaître forêts et talus, supprime autant d'habitats naturels. Les clôtures entravent les déplacements, et le découpage de la terre en parcelles fait disparaître parfois les grands espaces. D'autres caractéristiques de ce nouveau milieu sont le bruit et la lumière nocturne. L'un et l'autre perturbent le rythme naturel de nombreuses espèces. Heureusement, il reste encore quelques bois et prairies quand ceux-ci n'ont pas été aménagés en aires de loisirs. Les prairies sont des milieux très riches. La variété des plantes qui y poussent naturellement permet à de nombreuses sortes d'insectes de trouver habitat et nourriture. La plupart des espèces de papillons, par exemple, ne pondent que sur un type de plante donné, car cette plante est la seule à même de nourrir la chenille avant qu'elle ne devienne papillon à son tour. De la variété des plantes dépend donc directement la variété des papillons. Et certaines, comme les orties, que nous qualifions rapidement de mauvaises herbes, sont parfois les habitats les plus prisés des lépidoptères. De la même façon, la variété des oiseaux dépend de la variété des fruits, des insectes ou d'autres petits animaux dont ils doivent se nourrir. Si certaines espèces viennent à manquer, c'est tout un pan de la chaîne alimentaire qui s'effondre. Peu de prairies existent encore à Balma, principalement celles du Noncès et celles du Rucher. Pour qu'elles continuent à contribuer à la biodiversité locale, leurs plantes doivent pouvoir grandir, fleurir, fructifier et se ressemer avant d'être fauchées. Les herbes folles, que l'on laisse ainsi pousser quelques mois sous un apparent désordre, sont en réalité un riche foyer de vie, utile à une multitude d'espèces. Si le nombre d'arbres a fortement augmenté sur la commune au cours du siècle dernier, la plupart d'entre eux restent des individus isolés dans les jardins, et la commune offre peu d'espaces réellement boisés, eux-mêmes étant isolés les uns des autres. Le bois, encore mieux la forêt, est pourtant un espace d'un grand intérêt. Proches les uns des autres, les arbres se protègent mutuellement des tempêtes, mais aussi de la sécheresse. En nombre, ils captent une grande quantité de gaz carbonique, filtrent l'air et produisent de l'oxygène. Leur couvert est un oasis de fraîcheur qui réduit la température des villes, tout en accueillant, nourrissant et protégeant de nombreuses espèces, notamment les plus farouches. Et pour peu qu'une rivière les traverse, les animaux y trouvent l'essentiel de ce dont ils ont besoin. Des nouveaux quartiers apparaissent, plus denses que par le passé. Les jardins privés disparaissent peu à peu. Pour que nous y gardions un rapport à la nature, essentiel à notre qualité de vie, cette disparition doit être compensée par l'apparition d'espaces naturels publics, pas seulement d'espaces de loisirs, mais aussi de vrais espaces naturels.
Veillons à créer entre les arbres comme au sol les continuités nécessaires au déplacement de nombreuses espèces. Les haies et les chemins creux sont des alliés précieux qui rendent aussi les sols plus perméables, réduisent les effets du vent et de la chaleur. S'il est important de créer des aménagements propices au développement d'une biodiversité ordinaire, ces nouveaux espaces ne remplaceront pas les sites remarquables qui abritent des espèces menacées. Il faut donc porter une attention toute particulière aux zones humides et aux parcelles classées. La même attention est nécessaire pour la préservation des terres les plus fertiles, les plus à même de nourrir la population. À l'heure où la croissance de la métropole toulousaine conduit à urbaniser des territoires toujours plus nombreux, il faut donc choisir avec soin où, comment, quoi et combien construire. Nous sommes dépositaires d'un patrimoine naturel de qualité qu'il nous appartient de valoriser ou au contraire de gaspiller. En prendre conscience, c'est commencer à inverser notre regard sur l'aménagement du territoire. C'est penser à valoriser et à préserver ce qui fait sa richesse avant de décider de le transformer. Et c'est choisir en conscience ce qu'il convient de faire, où et comment.